Bonsoir à tous. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées ces derniers temps dans la vie politique française, et on va essayer de faire un résumé. Parce que j'ai pas voulu réagir sur le coup, bon, j'avais pas le temps, en plus je faisais autre chose. Ils disent un truc, l'après-midi ça a changé, le surlendemain il n'y a plus de gouvernement, enfin c'est un merdier pas possible, donc c'est un peu compliqué à suivre. Je pense que pas mal de gens s'y sont perdus, la presse étrangère n'arrivait plus à expliquer ce qui se passait en France, les Français non plus. Donc on va prendre un petit peu de recul sur la situation, et essayer de comprendre comment on en est arrivé à ce merdier indescriptible, où les gouvernements se font et se défont, où tous ceux qui perdent les élections se maintiennent. Nous allons étudier ce mystère, le Scooby Gang est sur le coup. C'est biscornu tout ça, c'est sûr. Donc c'est le gros bordel au Macronistan. 5e gouvernement en un an, c'est quand même un record, hein. Il y a de plus en plus de mal à faire un gouvernement. On se souvient déjà qu'avec Bayrou, c'était Bayrou qui s'était incrusté apparemment et qui s'était imposé à Macron. Quand on est là, c'est que vraiment t'es assez fragile, quoi. Mais bon. Et Bayrou avait fait les fonds de tiroir déjà pour réunir une nouvelle équipe. Et on s'était retrouvé avec Manuel Valls. Donc c'était un signe vraiment qu'on était arrivé à l'os. Et le Cornu, suivant Bayrou, a été incapable de monter une équipe en 30 jours. Et du coup, il s'est passé ce que je pensais qu'il se passerait avec Bayrou, si vous vous souvenez de ma dernière vidéo, en fait. Il a démissionné, mais il reste. Pour appliquer les mêmes politiques, avec les mêmes personnes, on change de 3 noms et puis en avant. Donc Macron, au bout de 30 jours, il démissionne. Macron lui demande de faire un gouvernement en 3 jours, de préparer un truc. Il avait promis qu'il ne serait pas Premier ministre à nouveau, il revient. Et puis là, pour une 3e fois, il tente de faire ce qui a déjà échoué par 2 fois, c'est-à-dire monter un gouvernement soutenu par un bloc central de plus en plus famélique et illégitime. Et donc, on a eu un gouvernement depuis la semaine dernière, je crois, hein, c'était dimanche dernier. C'était un peu grand guignol, hein, on va pas non plus tirer sur l'ambulance. C'est un peu tout le temps les mêmes, déjà. Donc pas de changement de politique, quasiment pas de changement de tête aux principaux gouvernements, aux principaux ministères, je veux dire. Et puis on a eu ce gars, effectivement, qui a appris à la télé qu'il avait été nommé ministre. Ils ont appelé un peu tout le monde. En fait, si t'étais dans le carnet d'adresse de Le Cornu il y a une semaine, il y a des chances que t'aies reçu un appel. Est-ce que ça t'intéresse de faire partie de mon gouvernement? Voilà. Donc il n'était pas au courant. Il a découvert ça sur le tard, et ouais, c'était Groland, c'était vraiment... Hey Micheline, je suis nommé ministre. Comment? Quoi? Mais arrête de dire des conneries, Gérard. Mais si, je suis ministre, Micheline, mais si. Ah bah, oh le con, il est ministre. Oh, bah alors ça. Et donc il découvre ça, c'est vraiment... Il est sorti du PMU, le mec, hein. Il était maire d'un petit bourg, et puis il était président de l'association des maires rurales de France, et c'est le gars qui a soutenu l'idée que les listes au municipal devaient être paritaires. Donc une bonne façon de torpiller les petites communes qui auront de plus en plus de mal à monter des équipes pour gérer les communes. Donc après, elles sont regroupées dans d'autres trucs. Donc c'est vraiment pour, comment dire, réformer la France de force. Et sans doute qu'il a été récompensé pour ça. C'est un bon larbin, il obéit, etc. Et on ne s'est même pas donné la peine de l'avertir qu'il était nommé. C'est salut, je pense à toi pour être ministre. Voilà, je te le dis. Et puis à la fin, bon, on sait pas qui mettre, bon, on met ce gars-là au dernier moment, quoi. On a eu aussi la performance incroyable de notre nouvelle ministre des Armées, qui a failli déclencher une guerre nucléaire. Une première prise de parole, vraiment, qui restera dans les annales. Vraiment, on est bien parti pour aller faire la guerre aux Russes avec des tocards pareils. Donc c'est vraiment les fonds de tiroir, les gens les plus minables et médiocres qu'on a jamais vus, et on se demande comment on en est arrivé là. Alors c'est un peu le sujet de la vidéo du jour, on va prendre un peu de recul, on va faire le tour, on va essayer de comprendre en fait ce qui se passe en France et pourquoi les institutions si solides de la Ve République ont dégénéré pour devenir une pâle copie de la 4e, avec une instabilité gouvernementale, parlementaire, on ne sait plus qui dirige, et puis un personnel politique d'une médiocrité exceptionnelle. On a l'impression que plus on est nul, plus on a nos chances. Ça devrait être l'inverse normalement, hein. C'est censé être prestigieux d'être ministre, on met pas n'importe qui. J'ai peut-être une conception passéiste de la chose. C'est peut-être ça le progrès, je ne sais pas. Donc on va essayer de comprendre comment on en est arrivé là, et pourquoi on va y rester surtout. Bref, on va commencer par la conclusion justement, l'explication principale, la cause de toutes les conséquences qu'on va voir par la suite, notre appartenance à l'Union européenne. Puisque l'Union européenne et l'euro nous obligent à appliquer une politique de plus en plus restrictive, de plus en plus cadrée, avec de moins en moins de marge de manœuvre, et une politique que les Français n'aiment pas, dont ils ont plein le cul et qu'ils aimeraient bien que ça change. Ils l'expriment dans les urnes, mais justement, il est hors de question de remettre en cause le cadre européen, le saint totem, la secte absolue. On a donc une montée des extrêmes qui servent
à canaliser la colère des gens et tous les déçus de l'européisme, de la mondialisation, tout ça. Ça commence à faire de plus en plus de monde d'ailleurs. Donc on a une montée des deux extrêmes, qui sont un peu des partis eurocritiques, mais pas trop, hein, on les connaît, et ils prennent les gens pour des gogos, puisque leur programme consiste essentiellement à promettre des choses inapplicables dans le cadre de l'Union européenne dont ils veulent pas sortir. Donc régulièrement, ils se sabordent. Le RN, c'est assez connu, disons que c'est assez suspecté, que Marine Le Pen se fout en l'air à chaque second tour. Mélenchon, c'est un petit peu différent. Disons que c'est la peur du communiste qui va tout te prendre. Il suffit d'agiter un peu le Venezuela, Cuba, hop hop hop. Dès qu'il monte un peu dans les sondages, c'est suffisant. Et après, on se sert de ses électeurs au second tour, donc il ne faut pas non plus trop taper dessus. Bref, les gens ne le savent pas, et il est toujours bon de le rappeler ou d'informer les gens qui ne sont pas forcément au courant. Nous vivons plus actuellement en Union européenne qu'en France. Sur le plan politique, décisionnel, on devrait réduire de 80-90% les salaires du personnel dirigeant, puisqu'ils ne dirigent plus, qu'ils n'ont plus de responsabilité. Je vous présente ici le plan budgétaire et structurel à moyen terme pour 2025-2029. Donc vous pouvez voter pour qui vous voulez, ça a déjà été cadré. Hein. C'est un truc qui est rédigé par la DG Trésor sur la demande de l'Union européenne, qui donne un certain nombre de recommandations. Hein, vous faites des économies sur ci, assouplissez le droit du travail de ce côté, faites une réforme du chômage, des retraites, etc. Il ne donne pas plus de précision. Et après, tu te démerdes. Et comme ça, l'Union européenne peut dire ce sont les États qui donnent leur copie. Ce sont les États qui décident de la politique qu'ils mènent. Mais bon, dans un cadre qu'on a décidé et pour des objectifs qu'on leur a imposés. Et avec un flingue sur la tempe, évidemment. On a donc un plan budgétaire et structurel qui a été présenté en Conseil des ministres, transmis au Parlement le 23 octobre, avant l'envoi formel à la Commission européenne le 31 octobre 2024. Donc tout ce sketch va se rejouer cette année. Hein. Il présente une trajectoire budgétaire qui respecte les exigences des nouvelles règles budgétaires européennes, ainsi que des réformes et investissements sur la durée, justifiant un allongement de la période d'ajustement budgétaire de 4 à 7 ans. Donc là encore, la France n'étant pas dans les clous du TSCG, qui prévoit de limiter à 3% le déficit budgétaire, eh bien il faut lever le doigt et demander l'autorisation à Bruxelles pour pas se prendre des amendes et pas se faire éclater. Parce que sinon on est en procédure de redressement pour déficit excessif. D'ailleurs, on l'est actuellement. La procédure a été mise en pause, justement parce que le gouvernement a promis de faire des efforts. On voit où ça en est. Donc à tout le moment, ce truc-là peut être réactivé, on peut se faire imposer une politique par Bruxelles, par les autres États, puisque nous vivons actuellement comme des passagers clandestins, nous endettant sur la crédibilité des voisins. Donc on doit donner notre copie, comme chaque année, pour établir un plan budgétaire. On va passer un peu sur les... Oui, on va vraiment détailler, parce que c'est important. Le plan budgétaire et structurel de la France fait suite à l'entrée en vigueur le 30 avril de nouvelles règles de gouvernance. Ça remplace le programme de stabilité et le programme national de réforme, le fameux PNR, que les suiveurs de François Asselineau connaissent mieux, puisque c'est les fameuses GOPÉ, les grandes orientations de politique économique, qui se retrouvent ensuite dans le programme national de réforme. Bref, donc tout ça a été mixé pour faire un seul dossier. Le PSMT présente une trajectoire des finances publiques qui respecte les exigences des nouvelles règles budgétaires, du bras préventif et du bras correctif. Elle prévoit un retour du déficit public sous les 3% du PIB en 2029. Donc vous pouvez voter pour qui vous voulez. Il faudra revenir sous les 3% du PIB en 2029. Donc après, c'est simplement des ajustements plutôt de gauche ou plutôt de droite. Mais pas au-delà, quoi. Le cadre est limité. Et il y a un ajustement important prévu dès 2025, tel que prévu dans le projet de loi de finances pour 2025. Je ne sais pas si ce truc est toujours d'actualité, du coup, vu l'état du gouvernement, mais bon. Dans le cadre de ce plan à moyen terme, la France sollicite une extension de la période d'ajustement budgétaire. Pour obtenir cette extension de la période d'ajustement, le PSMT présente ainsi un ensemble pertinent d'investissements et de réformes qui visent, conformément au nouveau règlement du Parlement européen, blablabla, petit 1, améliorer le potentiel de croissance et de résilience. Donc ça veut dire qu'on va réduire les charges sur les entreprises et assouplir le droit du travail. Contribuer à la soutenabilité des finances publiques, donc là on réduit les dépenses. Soutenir les priorités communes de l'Union européenne, donc en matière de défense, d'investissement dans les énergies renouvelables, ce genre de conneries. Ça, c'est la priorité. Ça passe devant la soutenabilité des finances publiques. L'Union européenne décide de trucs qui impactent notre budget, et après, vous vous démerdez pour payer.
Et puis grand 4, répondre aux recommandations pays adressées par la Commission européenne. Donc quand on te dit que les GOPE, les recommandations sont des recommandations, ça devient un petit peu des obligations, en particulier quand tu es sous le coup d'une période d'ajustement qu'il faudrait voir à étendre, puisqu'on n'est plus foutu de faire un budget. Alors, ça va plus loin. L'ensemble des investissements et des réformes présentés par la France, qui ne reflètent qu'une partie de ce qui sera mis en œuvre par le gouvernement dans les prochaines années, est articulé autour de grandes priorités économiques du gouvernement, assurer la soutenabilité des finances publiques et l'efficacité de la dépense publique, c'est amusant, atteindre le plein emploi en renforçant, à travers le renforcement des compétences et le dialogue social. Donc vous voyez, c'est ce que je vous disais, hein. On réduit le droit du travail, ça c'est le dialogue social. Renforcement des compétences, on va claquer encore du fric pour subventionner des apprentis et puis faire des formations plus ou moins bidons. Et c'est censé aboutir au plein emploi. Cela dit, quand les chômeurs passent en formation, ils sont plus au chômage. Habile. Simplifier et renforcer la compétitivité de l'économie française, c'est toujours un peu pareil, quand on va simplifier, on sait comment ça finit. Réindustrialiser et soutenir le financement dans l'innovation, donc on va distribuer du fric et des subventions pour des projets à la con qui ne marchent pas, hein, genre des usines de batteries, des usines d'insectes, tout ça a coulé. Hein. Et puis accélérer la transition écolo et énergétique, donc on va encore acheter des panneaux solaires chinois et des éoliennes chinoises. Et ça va booster la réindustrialisation. Ça va juste faire péter les prix de l'énergie et faire fuir les entreprises, mais bon. Je ne sais pas si ça correspond au renforcement de la compétitivité. Donc, c'est toujours la même politique à la con qui a toujours échoué partout et qui est imposée par l'Union européenne, par des fonctionnaires qui fonctionnent, quoi, qui respectent les procédures. Ils ne sont pas là pour se poser des questions et faire de la politique. Donc il n'y a jamais de remise en question de tout ce qui a échoué. Et là, vous pouvez voter pour qui vous voulez. L'Union européenne a décidé que vous deviez agir sur ces points dans une certaine direction, selon les recommandations, et vous faites ce qu'on vous dit, sinon on vous défonce. Alors, on ajoute aussi que l'Union européenne a des domaines d'action particuliers, en particulier ce qu'on appelle les compétences exclusives. Le rôle des États membres se limite à appliquer la législation de l'Union européenne, sauf si l'UE les autorise à adopter eux-mêmes certains actes. Donc ça, c'est les compétences exclusives. L'UE décide et tu bouffes. Ça concerne des choses tout à fait anodines, hein. L'union douanière, les règles de concurrence pour le marché unique. Je rappelle quand même que les 3/4 des délocalisations en France ont lieu à l'intérieur du marché commun. Et puis on a la directive des travailleurs détachés qui font qu'on a tout un tas de... Je crois que c'est 700 000 travailleurs détachés par an qui viennent bosser en France pendant qu'on a 3 millions de chômeurs. La politique monétaire est une compétence exclusive. Les accords commerciaux et internationaux, hein, de type Mercosur, de type les accords que Ursula a signés avec Trump. Donc ça, les États peuvent dire ce qu'ils veulent. À la fin, Ursula a signé. Et on finit avec Annie Pétain-Genevard, la plus grosse collabo qu'on ait jamais vue depuis 1945, qui avait dit « Ah bah oui, la France soutenait une position différente dans l'Union européenne. Finalement, on a été minoritaire. Que voulez-vous et voilà, on fait partie de l'UE. Il faut marcher de concert, avait-elle dit. Voilà. On se fait écraser, marcher sur la gueule, et on signe des traités qui vont pourrir l'économie, mais faut être européen, alors on la ferme. » Idem sur le Mercosur, hein, où le président Lula, dont on nous vantait, comment dirais-je, on nous en faisait un portrait sympathique, plus sympathique que l'autre, je sais plus comment il s'appelait, Bolsonaro. Alors Bolsonaro c'était le méchant, Lula c'était le gentil, mais quand il s'agit de négocier le Mercosur, Lula il a dit on n'en a rien à foutre de ce que dit Macron, de ce que disent les Français sur le traité, puisque de toute façon, c'est pas eux qui décident, c'est l'Union européenne, donc on s'en tape de ce qu'ils racontent. Voilà où on en est. Et ça, c'est l'Union européenne qui est censée nous rendre plus forts, plus machin, plus... Non, finalement, on devient 1 sur 27 dans une bureaucratie ultra corrompue et lâche qui signe des accords commerciaux qui nous pourrissent la vie. Et vous pouvez voter pour qui vous voulez, hein, c'est une compétence exclusive de l'UE, ça changera rien. Autre compétence, la politique commune de la pêche avec les plantes et les animaux marins qui sont réglementés. Voilà, donc ça a fait couler à peu près toute la pêcherie. En Bretagne, je ne sais pas s'ils sont très contents de la politique commune de la pêche. C'est à eux de voir, hein, parce qu'il y en a quand même pas mal qui votent pour l'Union européenne là-bas. Mais bon. Alors après ça, vous avez ce qu'on appelle les compétences partagées. Et la notion de partage est assez particulière dans l'Union européenne, puisque les pays de l'UE ne peuvent légiférer sur un sujet que si l'UE a décidé de ne pas le faire ou si elle n'a pas encore proposé de législation. Donc plus le temps passe, et moins il y a de sujets où l'Union européenne n'a pas légiféré. Plus le temps passe, moins les États ont de domaines
dans lesquels ils peuvent décider de quelque chose. Tout est couvert aujourd'hui par une norme européenne à la con. Tout le monde dans son boulot peut citer un truc complètement débile imposé par l'UE. Tous. Alors, ces compétences partagées, elles concernent le marché unique, l'emploi et les affaires sociales. La cohésion économique, sociale et territoriale, donc ça commence à faire quand même beaucoup de choses, et ça continue. Agriculture, pêche, environnement, protection des consommateurs, transport, réseau transeuropéen, l'énergie. On a quand même payé près de 100 milliards d'argent public pour subventionner des fournisseurs alternatifs qui ne servent à rien, qui sont imposés par l'Union européenne, pour créer une fausse concurrence idéologique complètement débile. Idem, la privatisation des barrages. Voilà. Ça c'est imposé par l'Union européenne, elle a une compétence sur l'énergie, donc c'est comme ça. Justice et droits fondamentaux, donc ça c'est pour les migrants. Hein. Et justement, la migration, les affaires intérieures. Il y a 2 millions de migrants qui rentrent par an dans l'Union européenne. Tout ça est régi par les traités et par des arrêts de la CJUE. Donc tu peux voter pour Adolf Hitler si ça t'amuse. Il n'a pas le droit de réguler l'immigration. C'est tout. C'est comme ça. Ou alors il faut qu'il quitte l'Union européenne. Autre élément, la santé publique. On a vu ce que ça donnait avec les contrats pour les vaccins. La recherche, l'espace, la coopération au développement, l'aide humanitaire. Donc ça c'est toujours une occasion pour détourner du fric. Qu'est-ce qui n'est pas régi par l'Union européenne ? C'est quasiment tous les éléments de décision de politique, toute la politique économique, la politique extérieure, la monnaie, le budget. Il y a un moment, pourquoi on paye des gens pour diriger en France ? Oui, l'armée, mais quelque part, l'armée est quand même conditionnée à la santé économique du pays et puis aux décisions budgétaires. Et puis, puisque tu parles d'armée, il y a le rôle particulier de l'Union européenne. Dans certains domaines, des compétences particulières permettent à l'UE de jouer un rôle spécial ou d'aller au-delà de ce qui est normalement prévu par les traités. La coordination des politiques économiques et de l'emploi. Voilà, donc il ne faut pas trop diverger des voisins parce que nous sommes dans un espace commun avec une monnaie commune. La définition et la mise en œuvre de politiques étrangères et de sécurité commune. Voilà. Le fait de dépenser des milliards pour soutenir l'Ukraine après y avoir foutu le bordel, eh bien ça fait partie des politiques européennes. Et si tu es contre, tu es un méchant nazi et un mauvais Européen. Et enfin, la clause de flexibilité qui, dans des conditions strictes, permet à l'UE d'intervenir en dehors de ses domaines normaux de responsabilité. Donc en gros, à tout moment, l'UE peut venir chez toi et décider de ce qu'elle veut dans des conditions strictes. Hein. Par exemple, en cas de déficit public excessif. Hein, ça ne concernerait pas la France par hasard. Donc, c'est l'éléphant au milieu du couloir, le truc dont il ne faut surtout pas parler. Nous vivons en Union européenne et pas en France. Et nous ne sommes pas dirigés par le gouvernement français, mais par les technocrates de Bruxelles et par une suite de traités et d'engagements successifs, de normes, qui ont cadré la politique que l'on peut appliquer et duquel on ne peut quasiment pas déroger. Et aujourd'hui, ça concerne franchement 95% de la politique. Aujourd'hui, maintenant, les ministres, c'était quoi déjà la connerie de Borne cet été ? C'était de mettre des noms de femmes sur le Panthéon, c'était pas ça ? Ou mettre des noms de femmes scientifiques sur la Tour Eiffel ? C'est à peu près tout ce que ces gens peuvent décider. Ouais, c'était sur la Tour Eiffel, d'accord. Ah, c'était important, ça. Hein. Pour appliquer cette politique discutable, il nous faut des baltringues et des traîtres. C'est-à-dire des gens qui veulent des postes, qui veulent des pouvoirs, qui n'ont rien à branler de la France, qui n'en ont rien à branler du bien-être des citoyens, des gens qui vivent dans un pays. Et déjà en 2020, des gens trouvaient qu'on dérivait un peu vers la dictature et Macron s'en était offusqué. Essayez la dictature et vous verrez... Aujourd'hui, c'est installé dans notre société et de manière séditieuse, je voulais peut-être dire pernicieuse, par des discours politiques, l'idée que nous ne serions plus dans une démocratie, qu'il y ait une forme de dictature qui s'est installée. Mais allez en dictature. Une dictature, c'est un régime où une personne ou un clan décide des lois. Une dictature, c'est un régime où on ne change pas les dirigeants. Jamais. Toute ressemblance avec la situation actuelle, où après avoir voté plusieurs fois pour virer le gouvernement, on a toujours les mêmes. Et en plus, c'est les mêmes ministres. C'est la définition exacte. Macron est quand même très fort souvent, hein, pour faire exactement ce qu'il critique. Si la France est cela, essayez la dictature et ouin. Une démocratie, poursuivre le chef de l'État, c'est un système politique où l'on choisit nos dirigeants. C'est un système politique où l'on choisit les représentants qui auront à voter librement les lois qui régissent la société. 80% de ce qui passe à l'Assemblée, c'est des directives, des normes qui viennent de l'Union européenne et desquelles on n'a pas le droit de dire non. C'est des transpositions.
Et d'ailleurs, une particularité française apparemment, c'est que les transpositions de normes sont toujours plus exigeantes que la norme elle-même. Est-ce que c'est ça, voter librement les lois? Est-ce que c'est ça, choisir les représentants quand on se retrouve avec une troisième, quatrième, une cinquième mouture du même gouvernement de gens qu'on a virés aux élections quand même? Mais il y a une contrepartie, d'ailleurs. Dans une démocratie, on a un devoir de respect à l'égard de ceux qui représentent et portent cette voix, parce que précisément, on a le pouvoir de les révoquer. On a l'interdiction de la haine parce qu'on a le pouvoir de les changer. Macron vient de vous autoriser à avoir la haine contre le gouvernement actuel. Vous avez le droit de tout faire, visiblement, puisque, selon même la définition que Macron a donnée, nous ne sommes plus en démocratie. Cette fois, c'est officiel. Il est quand même fort hein, pour se tirer une balle dans le pied. Alors ça, je sais plus quand est-ce qu'il avait déclaré ce truc-là. Il avait dit qu'un président qui perdrait la majorité à l'Assemblée devrait démissionner. C'est un peu chier sur les institutions, puisque le président n'est pas un Premier ministre. C'est le Premier ministre qui doit quitter normalement. Et un président peut très bien faire une cohabitation, c'est pas un problème normalement. Il est censé être un arbitre au-dessus des partis, et pas le représentant d'un parti. Il est censé représenter tous les Français. Bon, il y a déjà un problème ici. Mais lui-même avait dit que si il n'avait pas la majorité, il faudrait démissionner. En 2022, il n'a pas eu la majorité déjà. Il dissout, il aggrave le score. Il reste, il impose son gouvernement. Déjà, sur la démocratie, on voit qu'il a dérapé. Il a continué en nous promettant maintenant une confrontation militaire avec la Russie. Il a expliqué que oui, on est prêt à aller à la guerre contre les Russes. On est en mesure de préserver notre espace aérien, notre intégrité territoriale. Nous sommes prêts sur le flanc est de l'OTAN, blablabla. La Commission européenne a sorti un truc cette semaine en expliquant qu'on avait 5 ans pour se préparer à une guerre contre la Russie. C'est quand même sympa de les prévenir 5 ans en avance. Parce que eux, ils vont rester les deux pieds dans le même soulier. C'est vraiment des cons, quoi. Alors, autre chose, maintenant, il se livre à des actes de piraterie. Vous avez vu ce truc ridicule quand il a attaqué quand les forces spéciales ont abordé un navire suspecté d'appartenir à la flotte russe, la fameuse flotte fantôme qui permet de contourner les sanctions européennes sur le pétrole. C'était le grand coup pour faire appliquer les sanctions. La flotte russe ne pourra plus passer, ne pourra plus livrer son pétrole, etc. Et puis finalement, ça a fait pchit. Oui, c'était aussi un bateau qui devait servir de porte-drones, hein, les fameux drones qui circulent partout dans l'espace aérien de l'OTAN. Sans commentaire, on en a déjà assez fait. Donc pas de drone à bord, l'équipage est chinois, c'était un navire dans les eaux internationales. Donc c'est un acte de piraterie basique. Et alors là derrière, en plus, vous avez le contre-coup de tout ce que ces gens prônent sur la mondialisation, puisque le trafic maritime est un espèce de zone de non-droit internationale, puisque vous avez tout un tas de pavillons de complaisance, et de la même manière qu'on peut faire de l'évasion fiscale, on peut faire une sorte d'évasion maritime en prenant des pavillons de complaisance qui vous permettent de dissimuler les vrais propriétaires des bateaux, quelle est la cargaison, qui sont les commanditaires, à qui appartient le navire, etc. Donc tout ça permet à la Russie de monter toute une flotte sous faux pavillons, qui sont grecs, panaméens, ce que tu veux. Derrière, c'est la Russie, et elle peut trafiquer son pétrole comme elle en a envie. Et ils sont comme des couillons, baisés par les règles de la mondialisation. Donc il avait fait ce coup médiatique, où finalement il chie sur les règles internationales, en abordant un bateau pour des motifs douteux, puisque finalement il ne s'est rien passé, et le tout dans les eaux internationales. Donc ça commence à devenir un peu bizarre, il est de plus en plus belliqueux et agressif, il s'attaque aussi à la liberté d'expression. Tout ça c'est dans le mois dernier, 3 octobre, il est allé expliquer devant des Allemands qu'il faut absolument censurer la liberté d'expression, qu'on ne peut pas laisser nos espaces démocratiques à la merci de réseaux sociaux dirigés par des Américains ou des Chinois, c'est vraiment naïf. Leur intérêt n'est pas du tout de protéger notre démocratie. Évidemment, il s'agit de contrôler, réguler, empêcher une libre parole, comme il peut y en avoir sur cette chaîne. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner. Donc Macron s'est attaqué à la liberté d'expression, et puis il y a eu ce truc où en marge d'une réunion à l'ONU où il a été copieusement humilié par Trump, il a été reçu par l'Atlantic Council, si je ne me trompe pas, pour recevoir, oui c'est ça, l'award, la récompense du citoyen mondial, le Global Citizen Award, où il a tenu un discours de susboule dans un anglais approximatif, où il a expliqué à quel point que voilà, on peut être un leader mondial profondément enraciné,
croire au patriotisme et défendre votre pays sans être un nationaliste. Et en fait, quand tu l'entends parler, lui, la vision de son pays, c'est quelque chose de très folklorique. Oui, on peut aimer la cuisine française, on peut aimer les beaux paysages, c'est du patriotisme. Mais quand il s'agit de défendre les intérêts économiques, militaires, diplomatiques de ton pays, oh bah là, non, faut être mondial. Là, c'est l'Europe d'abord, là, c'est la mondialisation d'abord. C'est ça, être un leader mondial patriote. J'aime la cuisine française, et j'aime la mondialisation et les dérégulations, les délocalisations, les trucs comme ça. Donc on a un type qui en a rien à foutre des intérêts économiques de la France, qui est d'abord un citoyen du monde avant d'être citoyen français, qui reçoit un prix pour ça, et qui reste à la tête de l'État. Incroyable. Comme Bruno Le Maire, hein, d'ailleurs, décoré par l'Allemagne alors qu'il était ministre de l'économie, en poste, et il a été récompensé, à mon avis, pour ne pas sortir du système de l'Arenh, qui a fait péter les prix de l'électricité, puisque, encore une fois, et on le rappellera jamais assez, il n'y avait aucune raison que les prix de l'électricité montent en France en 2022-2023. Aucune. Le coût de production n'a pas changé. C'est pas parce que le gaz a monté que ça avait un impact sur le nucléaire ou les barrages qui pèsent pour 90% de la production d'électricité en France. Alors il y avait eu des petits problèmes effectivement sur les centrales et certaines avaient été mises en pause. Mais ce qui a fait monter les prix, c'était l'alignement des prix du marché de l'électricité sur le gaz et le pétrole, puisqu'on a un peu adopté le système allemand justement. Et tout ça a été renforcé par la fausse concurrence des fournisseurs alternatifs qui achètent de l'énergie sur le marché, etc. Enfin, on va pas tout réexpliquer. Et donc, en ne sortant pas de ce système, les factures des Français ont explosé, sans raison, remplissant les poches des fournisseurs alternatifs qui ont spéculé, qui ont acheté de l'électricité à prix administré à 42 € pour nous la revendre à 500 ou 600 € le mégawattheure. Et il a été récompensé par les Allemands pour ça, parce que eux, les Allemands, ils avaient un vrai problème sur l'électricité. Et on les aurait éclatés en termes de compétitivité si on était resté au prix normal en France. Ça aurait aggravé leur situation économique. Et donc on a un ministre de l'économie en poste qui reçoit une distinction d'un pays étranger pour service rendu. C'est ça, la France d'Emmanuel Macron, c'est les traîtres. Les traîtres et les baltringues qui veulent le petit poste, qu'on les appelle monsieur le ministre, et qui sont prêts à toutes les compromissions et à obéir à une oligarchie qui les soutient, parce qu'ils savent rien faire, ces gens-là, dans la vie réelle. Donc ils ont décidé d'être des merdes et des traîtres, et il serait peut-être temps de les virer, et malheureusement nous sommes entourés de médiocres. On a quand même une sacrée liste aujourd'hui de griefs contre Macron. Donc on a vu que Macron s'attaque à la démocratie, il s'attaque à la liberté d'expression, il chie sur les institutions de la Ve République comme c'est pas permis, il nous pousse à la guerre avec une puissance nucléaire, il a surendetté le pays et il est en train de nous mener à la faillite générale. Hein. Là, dans 2-3 ans, on est vraiment dans la merde. Hein. Donc il a ruiné l'économie, notamment avec cette histoire sur l'énergie, il y a eu énormément de faillites d'entreprises à cause de ça. On est à un pic de faillites d'entreprises en ce moment. Je crois que c'est plus de 50 000 PME qui ont coulé cette année, un truc comme ça. Donc ouais, les Russes n'ont pas besoin de nous attaquer, on y arrive très bien tout seul. Hein. Il s'attaque aussi au patrimoine de la France. Vous avez vu qu'il s'est ingéré dans la rénovation de la cathédrale Notre-Dame et puis il a été décidé de ce que seraient les vitraux. Donc c'est un monument historique. Normalement, on remet les vitraux comme ils étaient. Ils n'ont pas été cassés, d'ailleurs, il me semble, pendant l'incendie. Ils ont simplement été nettoyés. Et Macron a dit « Ouais, non, on va mettre tout autre chose. » Ah bon. Idem pour la tapisserie de Bayeux. Je ne sais pas si vous avez vu passer ce truc. Toute une tapisserie, là. Bref. Apparemment, les Anglais veulent l'exposer chez eux. Les conservateurs sont totalement opposés à son déplacement qui pourrait endommager la tapisserie. Tout ça est très risqué, il ne faut pas la déplacer. Macron a décidé que ça se ferait. Et le truc, c'est qu'une fois qu'elle sera déplacée chez les Anglais, on leur dira « Ah, mais vous savez, c'est quand même risqué de la déplacer, donc elle ne bougera plus. Elle va rester au Royaume-Uni. » Va savoir qui lui a demandé de faire ça. La tapisserie reste au final, oui, ça fait quand même un petit scandale, mais le type a essayé, quoi. Macron a décidé que, voilà, on allait déplacer les trucs, enfin... Voilà, maintenant on a le Louvre qui est cambriolé, on a les musées qui sont de plus en plus cambriolés puisqu'il n'y a plus de sécurité, enfin bref. Et alors, comble du comble, il veut même maintenant donner la bombe nucléaire et le siège de l'ONU aux Allemands. Donc ça commence à faire une liste assez complète qui devrait justifier qu'on dégage ce type au plus vite, qui est un nuisible à tous les niveaux, qui est en train d'ailleurs même de détruire la vie politique française, et le peu de confiance, je ne sais pas si ça existait encore, mais le peu de confiance que les Français pouvaient avoir dans les institutions, dans le personnel politique, dans la parole publique. Faudra pas s'étonner s'il y a des guillotines qui ressortent. Mais bon, nous sommes entourés de médiocres, comme on a pu le voir avec cette dame.
Je vais pas vous repasser les extraits, vous les avez sûrement vus. Je sais même plus comment elle s'appelait, Jeanne d'Hauteseyre, maire du 8e arrondissement de Paris, qui avait détaillé ses dépenses, ses notes de frais, aux frais du contribuable parisien, à la télé, où elle avait remercié les Parisiens de la saper comme Jaja, avec 35 000 balles de frais en 5 ans pour habiller la Rombière. Une championne exceptionnelle. Et alors, elle était très mielleuse. Merci les contribuables, voir, vous êtes très gentils. Il y a un moment, c'est bien fait pour eux quand même, hein, parce qu'à Paris, je suis désolé, mais c'est géré avec le cul. Vous êtes des vrais cinglés de voter pour des Hidalgo, pour des gens comme ça. Enfin, il y a un moment, il faut se respecter, quoi. J'avais fait une vidéo sur la Tour Eiffel. Ils ont réussi à couler la Tour Eiffel. C'est le monument payant le plus visité du monde. C'est-à-dire, tout ce que c'est des gens qui montent des escaliers, qui les redescendent, il n'y a pas beaucoup de frais. Et ils arrivent à être en ultra déficit. En 3 ans, ils avaient coûté 100 millions d'euros aux contribuables parisiens pour renflouer les caisses de la SET, la société de gestion de la Tour Eiffel, qui est une émanation de la mairie de Paris. Comment tu coules la Tour Eiffel? C'est exceptionnel. Et alors, en plus, tout est délégué. Hein. L'entretien n'est pas fait. C'est-à-dire qu'ils sont infoutus de repeindre correctement la Tour Eiffel. Vous irez voir ça, c'est vraiment exceptionnel. La sécurité aussi. Elle est déléguée à une boîte externe. Il y a plein de Pakistanais qui vendent des tours Eiffel de merde. Il y a des gens qui se font violer bientôt toutes les semaines au pied de la tour Eiffel, c'est n'importe quoi. Mais alors, il y a des gens payés pour faire la sécurité et c'est encore délégué à une boîte. Il y a des caissiers là-bas qui sont payés 60 000 euros bruts par an. Et aux dernières nouvelles, on m'a envoyé une information qui disait qu'ils restreignent la vente de billets en ligne pour maintenir des postes de caissiers exigés par la CGT. Donc moi, je veux bien qu'on paye des caissiers 60 000 balles par an. C'est pas un problème. Le problème, c'est que c'est très mal géré, qu'en fait, ils coûtent de l'argent aux contribuables parisiens parce que même les rentrées payantes de la Tour Eiffel n'arrivent pas à subventionner leur gabegie. Et résultat, les Parisiens arrivent à payer pour renflouer les comptes de ce truc-là qui sert à gaver une petite poignée de personnes qui vivent sur la bête et qui bousillent le patrimoine parce qu'ils sont même pas capables de l'entretenir. C'est incroyable ce truc. Et donc voilà, vous avez encore un exemple. Ici, tout est géré comme ça. Donc tu as la maire du 8e arrondissement qui claque des dizaines de milliers d'euros en fringues. Un chef d'entreprise fait ça, il se prend un redressement fiscal pour détournement de fonds, pour abus de bien social. Hein. T'as pas le droit de te payer tes costumes quand tu es chef d'entreprise. Même si c'est pour ta représentation, même si tu utilises tes costumes uniquement pendant tes heures de travail, t'as pas le droit. Je vais quand même vous montrer quelle est la nature de cette dame, parce que ça, je pense que ça n'a pas été assez souligné, puisqu'on parle de gens médiocres. Vous allez voir ce qui se passe quand on donne du pouvoir à des nuls, des gens sans envergure, des gens qui ne devraient pas en avoir. Vous allez voir comment le Conseil de Paris est géré. Donc ça devait être... C'était en 2021, donc pendant le Covid, tout le monde a des petits masques et puis ils font des réunions sur Zoom. Ça a laissé des jolies traces. À l'unanimité. Merci beaucoup. Hop, on fait vite, ça marche. Je vous demande de retirer votre vœu, sinon nous émettons un avis défavorable. Alors, je ne comprends pas bien pourquoi vous me demandez de retirer mon vœu. Parce qu'il n'apporte rien, chère madame, la réponse vous est donnée. Mais alors, attendez, est-ce que vous l'avez lu? Je vous demande juste que nous soyons tenus informés du calendrier. Est-ce que vous avez ouvert vos oreilles et écoutez ce que je vous ai dit? On peut la couper? Vous voyez bien que des critères... Vous n'avez pas à me couper. Bah si, je vais pas me couper. S'il vous plaît. Votre question n'a pas de rapport direct avec cette résolution, donc je ne répondrai pas. Parfait. Je souhaiterais qu'elle soit lue, ma question, puisque dans le règlement, je suis en droit d'exiger qu'elle soit lue. Pardon? Monsieur Jean-Luc Article 26. Ça vous apporter la réponse, autrement vous... Je demande à ce que ma question soit lue. Merci. Elle coupe la parole, elle prend la parole, elle gère le conseil d'arrondissement. Moi, je m'abstiens parce que c'est pas clair du tout, votre explication. Donc, qui est pour? Qui est pour quoi? Qui est pour le retrait? Enfin, c'est-à-dire que là, on vient de voter contre. Contre. Qui est pour? Qui est contre? Nous, Vous répondre, nous, donc on avait appelé voter contre. Ah là, comment c'est géré. Pas mal, hein? Ils savent pas où ils en sont. Donc voilà, quand on donne un petit peu de pouvoir à des gens qui sont d'énormes merdes humaines, eh bien ils en abusent, ils jouent les petits chefs, ils sont toxiques, on est à la limite du harcèlement moral.
C'est de l'autoritarisme de petits bras médiocres, quoi. C'est pire qu'Aboubacar, pas loin. J'habite le 8e, ça fait plaisir de voir ça. Terrible. Terrible. Mais les Parisiens ont voté pour ça. Hein. C'est aussi eux qui votent le plus mal, toujours pour Macron, toujours pour des trucs comme ça, pour des gens toxiques, pour des cinglés. Franchement, on comprend pas toujours, quoi. Alors ça continue, puisque en mairie de Paris, il y a eu toute l'affaire des notes de frais qui ont été publiées, donc on apprend aussi que dans le 12e, c'est des pantalons de ski qui sont financés à la mer. Il y en avait un autre, j'avais vu passer ça, je ne l'ai pas repris ici. Il faisait passer ses notes de médecin. Donc il y avait un ticket de caisse d'un médecin, d'un spécialiste, je sais plus pourquoi, un kiné, une merde comme ça, pour 60 balles. Donc le mec se fait doublement rembourser par la Sécu, et sa mutuelle, machin, et par la mairie, apparemment. Donc tu peux gagner du fric, tu peux finalement détourner l'argent de la mairie, c'est sans fin, quoi. C'est un tiroir caisse, le truc. Servez-vous. C'est l'argent magique, l'argent qui tombe du ciel. Et ça, c'est quand même un comportement répandu. En pleine crise politique, les parlementaires finalisent une réforme des retraites plus avantageuse pour les élus, accordant des trimestres de retraite complémentaires pour chaque mandat sans cotisation. Ouais, parce que vous comprenez, les mandats, j'ai l'impression qu'ils vont se succéder assez vite là. On va pas pouvoir cotiser à la retraite sur les années de mandat, donc simplement parce que tu as fait un mandat, tu as plus de trimestres. Donc s'il y a une dissolution par an, les mecs, ils vont pouvoir faire 4 ou 5 mandats et prendre leur retraite à 40 ans. C'est énorme, hein? Voilà, comme ça ils auront leur retraite complémentaire, enfin bref. Coût 100 millions d'euros pour l'État, mais c'est pas grave, c'est Nicolas qui paye. Donc voilà les médiocres, des gens qui veulent des postes, des petits pouvoirs, du pognon, qui sont prêts à toutes les compromissions, et qui, dans le privé, finalement, se feraient dégager très vite. Hein. Parce que l'espèce de cinglé, là, qui claque du fric, gère les choses comme de la merde, et semble étaler une incompétence doublée d'un autoritarisme mal placé, assez extravagant, dans le privé, elle dégage. Ça prend un procès assez vite. Hein. Alors, il faut quand même donner le change. L'avantage quand tu es maire du 8e, c'est que tout ça se fait porte close en général. Mais en ce moment, vous avez peut-être vu les chefs de parti et les députés, ils doivent donner bonne figure auprès des électeurs, puisqu'ils n'ont aucune envie de gérer le merdier actuel, mais il faut quand même obtenir les postes. Et pour ça, il faut faire croire qu'on a les solutions et donner de l'espoir aux électeurs pour qu'ils mettent un petit bulletin dans l'urne. Donc on a eu le sketch, on va quand même s'apesantir un peu là-dessus, même si c'est presque déjà du passé. Faure, Tondelier et Roussel appellent Macron à nommer un Premier ministre et un gouvernement de gauche écolo. Alors, on rappelle quand même que ces trois guignols, aux élections présidentielles, ils ont fait 8,5%. À 3. Hein. Jadot, 4,7. Roussel, 2,3. Anne Hidalgo, 1,7. Mais ils veulent diriger le pays. D'accord. C'est pas mieux au niveau des députés. Ils avaient 13,1% de l'Assemblée en 2022. 31 députés, 23 pour les écolos, et puis 22 pour les cocos. On rappelle quand même que la France Insoumise avait 75 députés. Grâce à l'arnaque du NFP, les électeurs majoritaires de la FI, en fait, ont servi à faire élire des mecs du PS et des écolos. Ça, c'était quand même assez exceptionnel, hein, il faut le rappeler. Donc là aussi, la LFI a été très forte pour se torpiller à tous les tours, à tous les niveaux. Au premier tour, en appelant à voter pour PS et écolo qui leur ont ensuite chié à la gueule comme c'était prévu. Et au deuxième tour, ils ont voté pour des mecs de Ensemble et de LR qui leur chient à la gueule comme c'est prévu. Voilà. Hein. Dès le soir du deuxième tour, ils ont dit non, mais on s'en fout d'avoir été élus par des mecs du NFP, le Front Républicain, c'est pour les cons en fait. Et ça marche à chaque fois. C'est formidable. Le résultat, c'est que le PCF était passé de 22 à 9 députés, la LFI de 75 à 71. Par contre, les écolos sont passés de 31 à 58. Et pareil pour les écolos qui passent de 23 à 31. Ça doit être aussi les divers gauches. Hors NFP, bon, d'accord. Ils doivent être affiliés soit aux écolos, soit au PS. La LFI s'est torpillée au profit du PS et de ELV qui leur chient à la gueule. Et qui maintenant, eux aussi, ils ont oublié qu'ils étaient élus par les voix du NFP. Hein. Ah, c'est terminé, ça. Donc, ils ont balancé la LFI sous le bus et ils ont été réclamés un gouvernement de gauche. Et on nous a refait le sketch, le fameux sketch « On a gagné les élections. On est légitime. » Je crois que c'est un petit peu plus bas. « Monsieur le Président, entendez le pays, exhorte la chef des écolos, le premier secrétaire du PS.
et le secrétaire national des Cocos. Les 3 chefs de parti insistent une nouvelle fois pour obtenir du président qu'il respecte le résultat des élections législatives de juillet 2024, qui ont placé en tête, mais sans majorité, le NFP. Bah oui, mais il y a quand même la moitié, c'est la France Insoumise, donc ils sont passés où, les mecs? Persister dans l'obstruction serait fragiliser davantage notre démocratie. Si vous persistez dans l'isolement et le déni, et vous prendrez devant l'histoire la responsabilité d'avoir considérablement aggravé la fracture du peuple, écoutez le pays, gna gna gna. La nomination d'un Premier ministre et d'un gouvernement de gauche écolo permettra la construction de majorités à l'Assemblée nationale. Ah bon? Mais ils peuvent le faire avant, alors? Elle est où la majorité de gauche écolo? Parce que là, les mecs d'ensemble, ils sont pas chauds. À LR, à mon avis, ils disent déjà non. À Horizon aussi, ils ont dit non. Le RN non plus. La LFI, vous l'avez jeté sous le bus. Donc en fait, ils ont quoi? Ils ont 120 députés. Je crois qu'ils ont 20% de l'Assemblée, hein, si je me trompe pas. Il faudrait retirer du coup la LFI. Je pense qu'ils voilà, ils sont encore à 10-13% de l'Assemblée. Je vous laisserai faire le calcul. En tout cas, ils sont ultra minoritaires. Ils sont très loin des 50%. Et là encore, le NFP s'était suicidé juste après les élections. Et avait cramé un peu sa cartouche politique, parce qu'effectivement, ils étaient le premier groupe à l'Assemblée, mais le premier parti, c'était le RN, donc c'est un petit peu compliqué. Et dans tous les cas, ils n'ont pas la majorité, puisque 174 députés sur 577, eh ben, il manque quand même plus d'une centaine de gus. Et ils nous avaient fait tout un sketch en allant pleurnicher à la télé. Il faut nommer un ministre NFP, on a gagné, on est majoritaire. Donc ils ont une conception personnelle de la majorité, on a vu, et ils ont été maximalistes dans leurs revendications en réclamant à la fois un Premier ministre NFP, tout un gouvernement nommé par eux, et puis une politique, la leur en fait. Le programme est terminé. Mais vous n'êtes pas majoritaire en fait, vous êtes obligé de composer avec d'autres. Le RN, on imagine que non, donc ensemble ou la droite. Donc il y a un moment, il va falloir composer et faire des compromis, pour essayer de faire passer 2-3 trucs à vous, 2-3 trucs à eux, hein, ce genre de choses. Et en étant comme ça, radicaux, réfractaires, chiants sur une partie finalement de l'électorat, puisque eux aussi doivent respecter la parole du peuple. Hein. La parole du peuple, c'est... il n'y a pas de majorité, quoi. Il y en a aussi qui ont voté ensemble, LR, etc. D'ailleurs, quand on voit comment s'est déroulé ces élections, la légitimité de cette équipe, c'est quand même assez douteux. Hein. Ouais, Lucie Castet, on s'en souvient, ils avaient mis 1 mois à trouver un nom et à se chamailler entre eux pour trouver un ministre. Puisqu'ils disaient nommer un ministre NFP. Oui, lequel? On sait pas. Bon, c'était vraiment du foutage de gueule. Et à la fin, finalement, avec leur posture maximaliste, eh bien, ils ont jeté ensemble dans les bras du reste de l'hémicycle, donc forcément avec le RN. Mais on va pas faire un gouvernement avec le RN. Donc ils ont fait un gouvernement ensemble LR, minoritaire, sous l'épée de Damoclès du RN, qui à tout moment décidait de censurer ou non. Puisque là encore, le NFP, et en particulier la France Insoumise, à chaque censure annonçait d'emblée « Nous ne voterons jamais, jamais les censures proposées par le RN ». Oui, bon, donc vous laissez le choix au RN de voter les censures déposées par la LFI ou pas. Donc l'arbitre de la vie politique parlementaire, c'est devenu le RN, parce que ces gens se sont torpillés eux-mêmes. C'est complètement débile. Et après, ils se plaignaient, ouin, Macron se rapproche du RN, c'est un facho, enfin. Faut quand même pas déconner, quoi. Donc ça, c'est une manière du NFP et de la LFI de se flinguer tout seul et de proposer des trucs qui sont inapplicables et qui n'ont pas de sens. Nos 3 guignols qui viennent parler du respect des élections, ils ont 10% des députés. Ils sont pas majoritaires. Ils n'ont pas non plus de majorité à l'Assemblée, ils sont pas capables d'en construire une. Mais ils veulent qu'on les nomme ministres, et ensuite on va construire un truc. Oui, d'accord, oui, bien sûr. Allons donc, c'est comme ça que ça marche. Enfin, tout ça, c'est du sketch et de la pitrerie. Autre pitrerie, la fameuse suspension de la réforme des retraites. Alors ça, c'est un truc où ils se sont entendus. Hein. Apparemment, Faure et Lecornu se sont beaucoup discutés en off. Va savoir à quel sujet et pour quelle tambouille. Elisabeth Borne était prête à la suspension de sa propre réforme qu'elle avait portée en 2023. D'ailleurs, son parti n'était pas au courant. Ils ont découvert ça dans la presse. La suspension d'une réforme, ça ne veut rien dire. Ou bien elle est votée et elle s'applique, ou bien elle est abrogée et elle s'applique plus. C'est pas un coup on n'applique pas, c'est voté mais c'est pas la loi, enfin, ça veut rien dire, quoi. Et Lecornu a déjà dit devant les sénateurs que tout ça c'était pour rire. Tout ça c'est pour amuser en fait le PS, lui donner un petit sucre, faire croire qu'ils ont obtenu quelque chose en échange de la non-censure du 3e
du deuxième gouvernement Lecornu. Et donc tout ça est passé. Alors, il y a quand même eu quelques couacs avec Édouard Philippe, parce que Édouard Philippe, lui, il n'est pas sur la même ligne. Là, les gauchistes, le PS et compagnie, ils ont terriblement peur de la dissolution. Il a suffi que Macron agite la petite menace de la dissolution et ils sont venus comme ça au bercail. Oui, on va vous soutenir. Promettez-nous que vous suspendez la réforme des retraites pour mettre un peu de vaseline auprès des électeurs, parce qu'on va quand même leur... voilà. Et ça passe. Voilà. Mais pas de dissolution. Édouard Philippe, lui, il a un autre agenda parce que, il est un petit peu vieillissant. Il a du mal à faire rêver la ménagère. Il baisse dans les sondages. Et lui, ce qu'il arrangerait, c'est une destitution, une démission de Macron, des présidentielles anticipées, dans la panique, qui lui donnerait finalement un avantage. Ça rassurerait les vieux. Il a été critique de Macron, il a une expérience politique. Donc le parti d'Édouard Philippe menaçait de ne pas participer ou de ne pas soutenir au gouvernement, en fait, si la réforme des retraites était suspendue. Il n'était pas question précisément de revenir dessus. Là encore, les mots ont un sens. Ce qui est assez amusant, c'est que Lecornu, c'était pas le numéro 2 du parti Horizon. Je sais plus. Donc comme je le disais, Édouard Philippe, il réclame la démission de Macron, ce qui est quand même assez exceptionnel, pour un type qui a été Premier ministre de ce Gus pendant des années. Idem pour un autre Premier ministre qui s'appelle Gabriel Attal, qui est actuellement le président du parti présidentiel. Il ne comprend plus les décisions d'Emmanuel Macron. Lui aussi, il lui a chié dessus, copieusement. Donc ça, c'est pour se distinguer de Macron. Un autre député du camp En Marche, alors ça a changé de nom, Renaissance, Richard Ramos. Le député Richard Ramos estime que le chef de l'État est dingue et évoque un problème de psyché personnelle. Pour autant, il affirme ne pas souhaiter la démission d'Emmanuel Macron. Est-ce que vous voyez comment on se pèle la tête des gens? On fait des grandes déclarations, le type est dingue, c'est un sociopathe, on le garde. Surtout, on ne bouge pas, pas de dissolution les enfants. Parce qu'on va perdre notre poste. Voilà un peu ce que c'est que le courage politique des macronistes. Donc ils ont fait prout dès qu'il a parlé de dissolution. Le camp présidentiel était très sceptique sur la renomination de Lecornu, parce que quand ils ont vu que le type démissionnait, restait pour former un nouveau gouvernement avec, paraît-il, un Premier ministre différent de lui, et que finalement on s'orientait vers un Lecornu 2, les gens ont commencé à être un peu sceptiques, et même dans le camp présidentiel, les gens trouvaient ça moyen, que c'était vraiment se foutre de la gueule des électeurs. Je ne comprendrais pas qu'il y ait une renomination d'un Premier ministre macroniste, a affirmé de son côté Agnès Pannier-Nul à chier. Il faudrait une rupture, tendre la main réellement à gauche, avec des personnalités emblématiques. Quand on commence à parler Borloo et Cazeneuve, ça devient triste. Donc la plupart des gens sont contre la politique, les choix d'Emmanuel Macron en termes de formation de gouvernement. Jusque dans son propre camp, il est critiqué, des gens appellent à sa démission, on ne le comprend plus, c'est un dingue, mais il reste et on le soutient. Ce gouvernement est l'illustration parfaite de la mainmise d'Emmanuel Macron sur la séquence politique. La rupture annoncée n'est pas vraiment là. 18 ministres conservent le poste. Les portefeuilles clés, la justice, l'économie, culture, armée sont confiés à des ministres déjà en exercice. L'orientation politique reste la même. C'est ce que je vous disais. On est dans l'Union européenne, on est dans l'euro, on est dans la mondialisation, nous sommes des citoyens du monde, il est hors de question de changer de politique. Si vous n'êtes pas content, vous êtes des agents du désordre. C'est ce que Macron a dit d'ailleurs en critiquant tous ceux qui le dénonçaient et qui n'étaient pas d'accord avec lui. Ils ont dit ceux qui ont censuré Bayrou ou poussé sa démission, oui c'était ça, puisque ceux qui n'ont pas voté la confiance à Bayrou sont des agents du désordre, ils sont responsables du merdier, donc vous devez m'obéir. Vous devez obéir à l'ordre mondialiste, sinon vous êtes un facho d'extrême droite qui s'attaque à la démocratie. Alors rebelote avec Lecornu 2, ça gêne tout le monde. Mais Macron a agité la menace de la dissolution. Et alors là, tout le monde va à la gamelle. Au Parti Socialiste, chez les LR, pareil. Donc il a été question de savoir si oui ou non on soutenait ce foutage de gueule. Et il y a eu des embrouilles. Lors d'une réunion des parlementaires d'un bureau politique particulièrement tendu, sénateurs et députés se sont déchirés sur la position à adopter après la reconduction de Lecornu. Des débauchages pourraient avoir lieu pour constituer la nouvelle équipe gouvernementale. Il y en a eu d'ailleurs, je crois qu'ils ont été virés des LR immédiatement, non, ou de Horizon, je ne sais plus. Donc personne n'est content, tout le monde essaye de
à la fois garder son poste, mais se distinguer de Macron parce qu'il y a les présidentielles. Donc ça a fait du foin d'ailleurs, hein, parmi les électeurs du PS et des LR. Il y en a plein apparemment qui renvoient leurs cartes d'adhérents, qui découpent leurs cartes, qui les envoient se faire foutre, parce qu'ils ont bien compris que ces gens étaient allés à la tambouille. Et pour finir, on a Le Pen. Ah voilà, Le Pen, qui dénonce une farce sans fin. Le président de la République s'apprête à confier Matignon au représentant d'un parti qui a fait 1,7 à la présidentielle. Donc ça, c'est quand on parlait des socialistes qui réclamaient, Olivier Faure en particulier, qui voulait absolument le poste pour briller aux yeux de sa femme, peut-être, on ne sait pas trop. Donc c'est une farce sans fin, c'est honteux, c'est scandaleux, c'est tout ce qu'on veut, mais on refuse la destitution de Macron. La procédure initiée par la LFI jugée irrecevable par le bureau de l'Assemblée nationale, puisque, je crois que c'est indiqué un petit peu plus bas, le RN, lors de la précédente motion de destitution, voilà, encore une fois, ils se sont abstenus, enfin, ils n'ont pas voté le truc. Et puis, il faut, je crois, les 3/4 ou le 65% de l'Assemblée qui votent favorablement pour simplement qu'il y ait un débat sur la destitution du président. Ce qui aurait été pas mal parce que ça aurait permis de faire un peu un bilan de l'œuvre de Macron et de laisser une trace. Le rejet a donc entraîné la fin de la procédure de destitution, mais ils en ont déjà déposé une nouvelle. Oui, ça et le Sénat, d'accord. Mais on voit que Marine Le Pen critique Macron, mais quand il faut s'attaquer à lui, il n'y a plus personne, on le soutient. Alors derrière, évidemment, il y a des enjeux là aussi personnels, hein, puisqu'elle n'a pas très intérêt à une présidentielle anticipée, puisqu'elle ne pourrait pas s'y présenter. Elle préférait l'option de la dissolution. Alors il est vrai qu'elle perdrait son poste de députée, puisque là encore, elle ne pourrait pas se présenter, mais ça n'aurait pas vraiment de conséquences. Déjà, rien n'indique que le RN sortirait majoritaire en cas d'une nouvelle dissolution. Ce qui veut dire qu'ils n'auraient pas le pouvoir, donc ils s'en foutent en fait. Eux, ils sont très contents de réclamer la dissolution. On refait des élections, on regagne quelques députés, et puis on est content, et finalement il ne se passe rien. Par contre, les autres formations politiques ont du souci à se faire, et la carrière personnelle de quelques députés pourrait bien s'arrêter là. Ils pourraient être dégagés dans les urnes. L'arnaque du NFP, à mon avis, et du Front républicain, ça marcherait pas aussi bien que l'année dernière. Donc Macron, quand il a vu qu'il n'arrivait pas à faire un gouvernement et que tout le monde s'amusait à lui chier dessus en prévision de la présidentielle, il a dit « au fait, la présidentielle c'est dans 2 ans, en attendant je peux vous virer ». Donc il a menacé de dissolution, ils sont tous allés à la gamelle, tous les médiocres, essentiellement le bloc central, hein, évidemment. Donc le PS, les écolos, les LR, y compris aussi les gens de son groupe qui le critiquaient, parce que finalement Horizon, Attal, Édouard Philippe soutiennent le gouvernement, hein. Mais tout le monde essaye quand même de se distinguer du macronisme, parce que chacun pense à la présidentielle. Il y en a certains qui sont dans les partis du LR, de tout ça, mais qui n'ont pas de poste de député, et qui se diraient, tiens, ça peut être pas mal s'il y a une dissolution. Donc il y a vraiment une guerre en plus interne dans les partis, entre ceux qui veulent garder leur poste, qui pensent au présent, et d'autres qui pensent plutôt à l'avenir et qui aimeraient bien qu'ils gagnent des postes à la présidentielle ou dans une nouvelle législative. Donc tout ce beau monde se tire dans les pattes. Macron doit être ravi de voir ça. En attendant, ça devient un petit peu compliqué politiquement. On ne parle plus politique. On parle de la vie des partis, des déclarations des uns et des autres, de la petite politique politicienne de merde que les gens détestent et ne supportent pas. Et finalement, cette histoire a un peu déchiré le voile du niveau de médiocrité de la classe politique, qui sont là pour les postes, pour le fric, et à la fin pour obéir à ceux qui donnent les ordres, hein, globalement. Et en attendant, la gestion du pays, ça n'existe plus. Il n'y a plus de débat, de toute façon, il n'y a plus de souveraineté. Il n'y a plus de débat sur la monnaie, sur la politique commerciale extérieure, on se contente de constater le désastre et de le commenter. Oh bah vous avez vu ce que l'Union européenne a signé pour nous, on n'est vraiment pas content, hein. Mais on y reste. Macron est un dingue, mais on ne veut pas qu'il démissionne. Surtout le statu quo. On n'est pas content, hein, on est comme les Français, hein, oui, bien sûr, on est vraiment très en colère. Ouh là là, qu'est-ce que ça va mal. On ne change rien par contre, hein. On ne change pas de politique parce que c'est dangereux. On va se faire taper dessus dans les médias si on commence à dire la vérité. On va perdre notre boulot si on s'oppose à la volonté d'Emmanuel Macron, lui-même représentant de l'oligarchie mondialiste. Donc on bouge pas. En tout cas, on commence à arriver un petit peu au bout du système. C'est un peu la conclusion à laquelle j'arrive. La France n'a plus de souveraineté. Comme on a pu le voir au début de la vidéo, la politique n'a donc plus aucun sens. C'est juste un théâtre de marionnettes, un sketch permanent,
où tout le monde fait du blabla. Vous pouvez voter pour qui vous voulez, hein, les décisions principales sont prises ailleurs. Et la vie politique se résume à une avalanche de blabla constant. On en a eu un exemple avec l'attaque Zuckman. Pendant un mois, on nous a cassé les couilles avec ce truc. C'est inapplicable, ça ne sert à rien, c'est débile politiquement. Les arguments étaient éclatés au sol. Voilà. Et finalement, ça finit en eau de boudin. Avant ça, il y avait eu d'autres exemples dans l'histoire. On va lutter contre les paradis fiscaux, on va faire la taxe Tobin, on va taxer les transactions financières, on va blablabla. Oh, la réforme des retraites, on va la suspendre. Oh là là, oui. Ça ne veut rien dire. Ça n'a aucune portée politique, c'est pas vous qui décidez. Dès que vous aurez voté le budget, vous vous ferez entuber. Mais on a fait du blabla sur la réforme des retraites. En plus, il y a un vrai problème de financement des retraites. Enfin, faut régler le problème du chômage pour régler les retraites. Et ça peut pas se faire dans le cadre de l'euro, mais bon. Alors ça, c'est pour la gauche. À droite, c'est pareil avec la diminution de l'immigration. C'est impossible dans le cadre des traités européens. Et si vous êtes toujours soumis aux arrêts de la CJUE. Donc c'est de la foutaise à l'état pur. Mais on amuse les gens avec ça. C'est pas nouveau, c'est pareil dans d'autres pays. En Grèce, ils ont eu Tsipras. Tsipras qui a fait des grands discours contre l'oligarchie financière, contre les politiques d'austérité. Il a même fait voter le plan que l'Union européenne comptait leur imposer pour rétablir les finances publiques. Il l'a fait voter par référendum, les Grecs ont dit non, ils l'ont eu quand même. Ah bah oui, parce que sinon il faut sortir de l'euro. Alors on y reste. En Italie, ils ont Meloni. Tous les médias nous avaient parlé de Meloni comme le nouveau pas Berlusconi, Mussolini, oui. Et finalement, comme elle ne peut pas réguler l'immigration, eh bien elle a transformé l'immigration illégale en immigration légale, en donnant du droit d'asile à tout le monde. Voilà. Et il y a plus d'immigrés qui rentrent en Italie qu'il n'y en avait du temps des mecs précédents, comment il s'appelait déjà ? Mario Draghi. Donc on se fout de la gueule des électeurs, et en France, au fil des années, on a pu voir que les déçus de l'européisme, de la mondialisation, tous les perdants du système actuel, ont été poussés à se tourner vers des partis qualifiés d'extrêmes. Vous n'êtes pas content, votez pour Le Pen. Et pareil pour Mélenchon, quoi. Et ces deux partis entretiennent une division entre des électeurs qui ont plus d'intérêts communs que de divergences. C'est ce qu'on a vu au moment du vote du référendum de 2005, où il y a eu des électeurs de gauche et de droite pour le faire tomber, pour voter contre en tout cas. Et puis pareil au moment des Gilets jaunes, où sur les ronds-points, vous aviez que des électeurs, enfin quasiment que, des électeurs de Le Pen et de Mélenchon. Et ils se sont pas tapés dessus, en fait. Ils ont compris qu'ils avaient plus d'intérêts communs qu'autre chose, et qu'ils avaient peut-être des divergences sur certains points, mais qu'ils n'étaient pas hystérisés. Le débat n'était pas hystérisé, comme ça pouvait l'être à la télé, ou quand vous avez un mec de gauche et de droite qui parle d'immigration, on comprend pas grand-chose, quoi. Ils parlent souvent en même temps, pour pas dire autre chose. Le bloc central des européistes joue à plein cette division à chaque élection. On utilise la carte piège Front républicain. Voilà. Le RN est un parti qui a le droit de se présenter aux élections. C'était Bayrou qui avait donné son soutien à Le Pen parce que pour la démocratie, il faut qu'elle puisse se présenter. Et au deuxième tour, pour la démocratie, vous n'avez pas le droit de voter pour elle. Voilà. Pas mal, hein ? Petit tour de magie. Donc le RN sert à faire voter les européistes. Et puis les mecs de la LFI, en général, on leur agite la menace des fachos et des méchants. Et ils se remettent à voter pour les européistes. Donc c'est parfait. Le problème, c'est que le système économique et politique actuel commence à faire nettement plus de perdants que de gagnants. Même les cadres, aujourd'hui, l'ont dans le cul en France. Pas eu d'augmentation de revenus pour les cadres depuis 15 ou 20 ans. C'est-à-dire c'est une dégradation considérable du niveau de vie pour les cadres. C'est pire que pour les enseignants. Parce que les enseignants, ils ont eu un point d'indice qui est bloqué depuis Hollande, je crois. Ça fait une dizaine d'années. Ça commence à faire une sacrée baisse du niveau de vie. Mais ouais, les cadres, il y a eu un sacré déclassement. Et il y a de plus en plus de cadres qui, justement, se posent des questions sur la mondialisation, la course à la compétitivité. C'est pas très jojo, quoi. De moins en moins d'emplois de cadres aussi dispo, en plus. Le chômage et son cortège de misère. Et par ailleurs, dans le même temps, on voit que le bloc central pourrit sur pied. Les fameux partis de gouvernement. Les mastodontes PS, UMP, devenu LR, et le MoDem qui servait un peu d'arbitre entre les deux, ce système biparti a volé en éclats. C'était les 3/4 des électeurs votaient PS, LR et puis un peu de MoDem au premier tour. Globalement, c'était ça. Donc vous vous rendez compte quand même du changement politique en une quinzaine d'années. Le PS est à 1,7 à la dernière présidentielle. On a eu la prestation incroyable des LR avec Valérie Pécresse.
Vous m'avez manqué. Une prestation incroyable, qui lui a même pas permis de dépasser les 5%. Je suis endetté personnellement à hauteur de 2 millions d'euros. Vous avez voté pour quelqu'un d'autre et c'est votre droit, mais vous devez rembourser ma campagne. Et oui, c'est ça la responsabilité de cette personne. J'ai été nul à chier. Les gens de mon parti n'ont même pas voulu voter pour moi, mais c'est à vous de payer. Ça, c'est la responsabilité de droite. D'accord. Donc on a un pourrissement du bloc central qui est motivé par le fait qu'il n'y a plus de souveraineté. Donc il n'y a plus rien à diriger, en fait. Et la vie politique se résume à une suite de pitreries devant les caméras, de mensonges aussi. Faut dire des conneries pour faire avaler une politique aux gens qu'ils ne veulent plus et qui a fait la preuve de sa toxicité et de sa nullité. Vous avez vu hein, le PNR, là on en a parlé au début, le PSMT plutôt maintenant, le programme pluriannuel, bref. Vous avez tout le temps la même recette qui a échoué systématiquement et qui appauvrit les gens, et qui bousille l'économie, qui ne règle rien aux problèmes. Et vous êtes censé dire que ça c'est génial, et aller à la télé, mettre un joli costume, répondre aux questions des journalistes pour défendre des conneries. Alors vous vous attirez les médiocres, les nuls, les incapables, des baltringues, des pervers aussi, comme Macron, des gens qui veulent le pouvoir, qui veulent le poste, qui veulent l'argent, qui veulent qu'on les appelle Monsieur le Ministre, qu'on leur suce un peu la bite, et profiter des jets de la République, distribuer des petits postes comme ça, et donner des ordres, comme la cinglée, la maire du 8e arrondissement, dire « Pardon, pardon, coupez-la !» Voilà où on en est. Elle veut gueuler sur des gens, quoi. Elle est devenue maire pour ça. Alors la quintessence de cette médiocratisation de la vie politique, elle est ici. Le renouveau. Le Beaujolais nouveau est arrivé, il est frais. Il s'appelle Louis Sarkozy. La quintessence de la pourriture de la vie politique. Donc lui, en fait, c'est un incapable. Quand tu te dis qu'il est fils de président de la République française, on n'y croit pas. Qu'il a grandi dans le 16e, entouré d'un milieu plutôt bourgeois, probablement cultivé, des entrepreneurs, des grands chefs d'entreprise, des grands fonctionnaires, des gens qui sont un peu à la tête des institutions, qui sont censés avoir de la culture, qui sont dans les médias, enfin... Et tu te dis pas fils de président, quand tu le vois, quand tu l'entends parler, les mots-clés, c'est pas 16e arrondissement, fils de président, armée américaine. C'est PMU, 8-6, meeting de C15, vin sans étiquette. Voilà, c'est à peu près ça. Et il essaye de se donner des grands airs d'intellectuel où il déblatère sur le stoïcisme, où il a rien d'autre à dire que c'est incroyable, à tel point que c'est à peine croyable, la pensée profonde de ce gars-là. Et puis il nous commente le goût des mangues entre deux numéros de pitrerie dans la presse People où il discute de ses tatouages. Enfin, c'est d'un ridicule. Ce type est un beauf, on se croirait chez les Tuches, c'est presque une parodie. J'avais failli faire une vidéo spéciale sur les Sarkozy parce qu'il y a un moment, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ces gens, quoi? Qu'est-ce que c'est que cette famille de guignols? C'était pareil avec le père qui sort du tribunal et puis qui fait ce petit trémolo avec la femme toxico à côté, tu sais, qui sait plus se contrôler. Elle fait des rires, des machins, elle gigote les bras, elle vole la bonnette du micro de Mediapart. Enfin, ils sont vulgaires, ces gens. Ils n'ont pas de culture, ils se tiennent pas droit, c'est des débiles. J'hésite aussi à faire... Je sais pas si j'y couperai au montage, peut-être, parce que il y a aussi la fille qui est pas terrible. Hein. Je dirais, elle a 14 ans. Il y a une sexualisation un peu outrancière pour son âge. Elle finit sur Instagram à faire des placements de produits. Il y a clairement une absence de papa, quoi. Là, il y a un vrai problème. Ça va finir sur OnlyFans, cette affaire. Donc, c'est une famille de cassos et de baltringues. Comment on en est arrivé là? C'est ça l'élite française. Il n'y a vraiment rien à sauver. Elle vend l'eau du bain. Oh non. Ce serait acheté par les fans de Sarkozy. J'ai l'eau du bain de sa fille. Oh, quelle horreur. Alors maintenant, on commence un peu à arriver au bout du rouleau, parce que le système commence à être bloqué. On n'arrive plus à vendre les conneries aux Français. On leur dit pas la vérité. Hein. Par exemple, les délocalisations, moi, je me souviens, il y a toujours cette image. J'en avais parlé parce que le NFP était allé faire des pitreries dans l'usine Duralex en expliquant qu'il fallait sauver l'industrie et puis sauver cette petite entreprise qui est devenue une SCOP. Donc une SCOP, c'est l'entreprise gentille, hein, c'est l'entreprise de gauche. C'est pour le profit, mais c'est du profit de gauche. Et donc, ils étaient allés là-bas et expliquer qu'il fallait sauver l'industrie. En fait, ils n'ont rien dit sur la concurrence déloyale chinoise, qui est le principal torpillage de Duralex. Ils n'ont rien dit sur la politique énergétique de l'Union européenne, puisque le coût du gaz rend l'entreprise non rentable.
par définition. Ils n'arrivent pas à s'aligner sur les Shintok. Donc là, ils ont redressé un peu la barre chez Duralex en termes de chiffre d'affaires. Ils font toujours pas de profit. Hein. Ça tourne sur les subventions. Et c'était pareil, toute la gauche, quand il y a eu les négociations au niveau de l'OMC pour abandonner l'industrie textile, personne n'est venu à la télé pour dire « voilà ce qu'on a décidé, voilà ce qui va se passer pour l'industrie, vous en faites pas, on va vous accompagner vers autre chose ». Personne ne leur a dit ça. Tous les politiciens, en sachant ce qui avait été décidé, sont allés défiler devant les usines qui fermaient en disant « c'est un scandale, comment on fait venir des produits venus d'ailleurs qui ne respectent pas les mêmes règles, qui ne sont pas produits dans les mêmes conditions, pourquoi il n'y a pas des taxes et des quotas, c'est pas normal, il devrait y en avoir, et blablabla. Bla. On va vous défendre. » Les ouvriers votent pour ces gens les entubent, l'entreprise ferme et ça continue. On avait eu d'ailleurs le même sketch avec les Whirlpool, où d'ailleurs Ruffin avait monté tout un sketch politique avec Macron pour que Macron ait une sorte de vernis social. Macron était venu dans l'usine sur l'invitation de Ruffin avec une préparation. Voilà, Ruffin avait dit aux syndicats de pas trop taper sur Macron. Macron était venu faire des annonces tonitruantes sur le thème « on va vous sauver, c'est pas normal ». Et puis à la fin, l'usine est partie peut-être en Pologne, je crois, avec des délocalisations subventionnées avec l'argent des Français. Il y avait eu ce cas, je crois que c'était d'ailleurs pour des lave-linges, est-ce que c'était pour cette usine d'ailleurs, ou les pneus. Bref, une usine qui délocalise en Pologne avec des subventions européennes pour construire une usine en Pologne, et l'entreprise demandait aux salariés français d'aller former les futurs ouvriers polonais. Et après, nous, on paye des chômeurs. On paye pour délocaliser, on paye des chômeurs. C'est génial, hein? Et il n'y en a pas un de politicien pour dénoncer ces conneries. Ils viennent faire des grandes promesses et se foutre de la gueule du monde. Et c'est de la pitrerie constante. Alors maintenant, les gens commencent à en avoir plein le cul et ils veulent plus voter pour les partis de gouvernement traditionnels qui leur ont craché à la gueule pendant des décennies, qui leur ont menti. Quand même, je trouve que les Français s'intéressent pas assez à la politique et aux affaires du monde. Faut dire qu'on les y incite pas non plus. Et quand ils sont médias dépendants, déjà refuser de voter PS ou LR ou Macron, c'est déjà une forme de progrès et de prise de conscience. Bon, le résultat quand même, c'est que le bloc central est de plus en plus dur à vendre dans les urnes. Les gens s'en détournent. Et donc, qu'est-ce qui se passe si aux prochaines législatives, le bloc central est tellement rabougri, tellement marginalisé, que finalement, il n'y a plus que le RN et la LFI, en gros. Quand bien même aucun des deux n'aurait une majorité, ce qui serait encore pire, qu'est-ce qui se passe? Le blocage est permanent. Et tu peux toujours dissoudre, si tu as toujours ce même déséquilibre qui revient à l'Assemblée, tu as un blocage permanent des institutions, une incapacité à mener la moindre politique, et là il se trouve qu'on a quand même un petit problème budgétaire. Comment on va faire un budget? Comment on va pouvoir même obéir à l'oligarchie? Puisque les deux grosses masses que seront le RN et le LFI ne peuvent pas valider des budgets pareils. Ils se sont fait élire sur le contraire. Précisément, ils sont dans l'opposition, ils peuvent se permettre de raconter n'importe quoi, de faire des fausses promesses aux gens. Qu'est-ce qui se passe quand ils sont mis face à leurs promesses, hein? On avait vu d'ailleurs, je vous renvoie aux vidéos que j'avais fait sur Bardella, pour le premier tour des législatives, ou c'était peut-être au deuxième, bon, pendant les législatives de 2024, Bardella, il passait son temps à foutre à la benne son programme. Hein, défendre le niveau de vie des Français sur l'inflation, sur la TVA, sur tout ça, c'était tout d'un coup ouais, on sait pas, on sait plus, on verra, ça dépendra, non, ça s'est annulé. Prout! Il a pété. Voilà ce qui va se passer. Donc ils verront, les Français vont voter pour des soi-disant oppositions qui leur font des promesses et ils vont être trahis une nouvelle fois. Et là, il y a deux solutions en fait qui vont arriver. Et qui peuvent déjà arriver dans le contexte actuel où les choses ne peuvent pas passer sans l'accord des oppositions, puisqu'il n'y a pas de majorité. Et on voit quel genre de tambouille il se livre autour de la réforme des retraites, autour du on censure pas, puis finalement, on censure pas parce qu'il faut quand même garder notre poste. On va voir ce qui va se passer pour le budget, là. Je veux dire, quel genre de conneries ils vont nous sortir pour justifier de ne pas censurer le budget. Et s'il y a un 49.3, qu'est-ce qu'ils vont nous dire pour ne pas censurer le gouvernement? Et le virer, hein, parce qu'ils peuvent s'opposer au 49.3. Ça fait des années qu'ils s'en plaignent tous, ils n'ont jamais viré un gouvernement qui a appliqué un 49.3. Oui, non, ils n'ont jamais viré personne. Barnier. Barnier, c'était un 49.3 qui a mal tourné, il me semble. Non?
Donc les oppositions sont dans la merde parce que là, ils commencent à être mis devant le fait accompli, devant des électeurs qui leur disent « Bah voilà, maintenant, vous commencez à peser, va falloir agir. » Ah merde. Mais on disait des trucs, nous, précisément parce qu'on avait l'intention de rien branler. Hein. Bref, on a donc deux choix. Deux choix qui s'offrent à nous. Le scénario à la grecque, qui est inapplicable sans majorité. Hein, la France est actuellement, effectivement, on est fichu. L'endettement et les déficits qui sont accumulés servent actuellement à masquer les conséquences négatives des politiques économiques et monétaires de ces 40 dernières années. Vous ne pouvez pas rester dans l'euro et dans l'Union européenne sans avoir des déficits excessifs, ou alors vous acceptez la baisse du niveau de vie des gens au nom de la sainte compétitivité. Or, cette politique est invendable. Donc, il faut continuer le déficit, mais c'est plus possible parce que c'est infinançable. Donc, on se retrouve dans des impasses politiques, tant en termes de politique économique tangible, hein, que de jeux d'appareils, puisque les majorités ne sont plus applicables. Donc, comme je le disais, on a deux choix. Le scénario grec, où on va faire des coupes sombres, ce qui est totalement inapplicable, il faudrait que ça vienne de l'extérieur, ou alors une sortie de l'Union européenne et de l'euro pour engager de réels changements de politique, qu'ils soient de gauche ou de droite, c'est pas la question, c'est que le simple fait de changer nécessite de récupérer les souverainetés, quoi. Quant à la situation actuelle, elle n'est tout simplement pas tenable, puisqu'on a trop de déficits, trop de dettes, avec des taux d'intérêt qui ont augmenté, et la dette est en train de rouler. C'est comme je vous avais expliqué dans la vidéo sur le déclassement de la France, qui est passé de AA à A+, et il y a une nouvelle agence de notation qui vient de nous déclasser. Par avance, d'ailleurs, elle a avancé la date de son avis, puisque la situation de la France est tellement évidente qu'il n'est plus possible de laisser la France AA. D'ailleurs, les marchés eux-mêmes notent la France, entre guillemets, triple B. C'est-à-dire que tu as A+, le niveau auquel on est en train de tomber, tu as A, A-, et en dessous, hein, sous 10 mètres de merde, tu as triple B. Et quand tu regardes les taux d'intérêt que les marchés financiers accordent à la France, bah c'est niveau triple B, quoi. Et la France est sur le chemin de la faillite obligatoire, puisqu'au fur et à mesure où la dette est roulée, elle est remplacée par de la dette à taux négatif, par de la dette à 3%. Et tout ça va faire exploser les coûts du service des intérêts, qui vont très rapidement monter à 90 milliards, voire même un peu plus. Et ça représente quand même le tiers du budget de l'État. Donc on ne sait pas trop comment on va s'en sortir. On va emprunter de l'argent pour payer les intérêts et faire une cavalerie sans fin. Donc la BCE fait quoi ? La BCE, elle a remonté les taux pour lutter contre l'inflation. Et maintenant, elle laisse les taux élevés parce que la BCE, elle doit faire une politique de taux qui correspond à tout le monde. Or, le problème de la France n'est pas le problème des Allemands, qui eux ont 60% d'endettement. Ils ont diminué leur endettement public ces dernières années. Ils s'en foutent des taux à 3%. Ça leur va, hein. C'est pas un problème pour eux. Ils voudraient d'ailleurs peut-être pas que les taux baissent, quoique j'en sais rien, parce que vu la gueule de leur économie, mais il y a certaines économies qui subissent des pressions inflationnistes quand d'autres sont à la limite de la déflation. Il y en a qui ont des problèmes de financement public quand d'autres n'en ont pas. Donc définir un seul taux d'intérêt pour tous les pays, c'est pas possible. Tu fais forcément des mécontents. En tout cas, sans le soutien de la BCE, sans une baisse des taux drastique bientôt, la France va commencer à avoir un vrai problème de soutenabilité de la dette, d'autant qu'on n'est plus foutu ni de réduire la dépense publique, ni même de faire un budget, ni même de faire un gouvernement. Alors, comment est-ce que tout ça va se terminer ? Eh bien, il est possible que ce soit les marchés financiers qui mettent le pouce vers le bas et qui dégagent Emmanuel Macron. Emmanuel Macron doit démissionner, sinon les marchés l'y contraindront, l'avertissement d'un ex-économiste du FMI. La crise que traverse la France pourrait s'étendre au reste de la zone euro, voire ébranler les marchés mondiaux. Quant à l'avenir du chef de l'État à l'Élysée, il ne tient qu'à un fil, que les marchés pourraient bien rompre. C'était la semaine dernière. Donc voilà la conclusion, nous sommes dans une impasse politique, tant au niveau de l'organisation de la vie politique, où il n'y a plus de majorité et personne ne veut en faire une, et au niveau économique, social. On ne sait pas comment on va pouvoir vendre les politiques nécessaires au maintien de la France dans l'Union européenne et dans l'euro. On ne sait pas comment on va pouvoir vendre ça aux Français qui n'en veulent plus, d'autant que ça a beaucoup trop de conséquences négatives sur l'aspect social et économique, sur la vie des gens. Et ils se mettent de plus en plus à voter pour des partis qui leur ont promis de leur sortir de la merde, mais qui sont incapables d'appliquer les fariboles qu'ils distribuent à chaque intervention, tant du côté de la FMI que du RN, tant du côté de la LFI, lapsus révélateur, que du RN. Et donc si ces gens commencent à s'approcher du pouvoir, ils se sabordent,
ils jettent par la fenêtre toutes les règles et tous les promesses qu'ils avaient faites. Et puis quand ils sont au gouvernement, eh bien on se rend compte qu'ils sont beaucoup plus souples que ce que l'on avait anticipé. Exemple avec Tsipras, exemple avec Mélanie. Et donc à la fin, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura un vide politique qui sera comblé par quelque chose. Il faudra que les Français, à un moment, cherchent une échappatoire. Et ça me fait penser à la phrase de Macron. Vous savez, il s'était foutu de la gueule des Gilets jaunes. Il a tout fait. Il a tout fait. Quand les Gilets jaunes étaient en colère, il a commencé par faire des discours à la télé de mecs qui bat sa femme, tu sais. Oh, j'ai changé. J'ai compris que j'ai été excessif. J'ai eu des propos violents. Je m'en excuse. Ce sera plus jamais comme avant. Et puis ça a continué. Donc les Gilets jaunes ont continué à réclamer aussi des changements. Et là-dessus, on a eu le grand débat où on s'est foutu de la gueule des gens. Où finalement, on leur a dit « Ah, vous êtes en colère parce qu'en fait, ce que vous voulez, c'est notre programme. On va le faire. Vous en faites pas. » Non, c'est pas ça qu'on voulait. Si, c'est ça. D'ailleurs, faites des cahiers de doléances. Bon, on n'a pas lu les cahiers, mais ce que vous voulez, c'est notre programme. Non, c'est pas ça. Et après que les gens aient refusé de marcher dans sa combine et de se soumettre à ces conneries et continuer à manifester, il y avait Macron qui, en marge d'un sommet du G15 ou G7 ou je sais plus quoi, en Corse, subrepticement, un peu à la télé, comme ça, dans une interview, il disait écoutez, moi je considère que j'ai donné les réponses aux Gilets jaunes dans mes interventions télévisées et lors des conclusions du grand débat. Maintenant, s'il y a des gens qui continuent à manifester, eh bien, il faut savoir qu'il n'y a plus de débouchés politiques. Voilà. Il avait dit textuellement, j'en ai rien à branler de ce que vous demandez. Vous voulez pas m'obéir, je vous écoute plus. Vous n'existez plus. Puisque vous voulez pas vous soumettre à mon autorité, comme dirait l'autre, vous allez vous faire foutre, tout simplement. Il n'y a plus de débouchés politiques. Donc la dérive autocratique de Macron, ça date quand même pas d'hier. Et dès 2019, du coup, ça dérapait. On avait les prémices de ce qu'on voit aujourd'hui. Donc Macron, finalement, rend légitime le pire. Il l'a d'ailleurs dit, hein. Les politiciens méritent le respect parce que vous pouvez les changer, parce que vous pouvez les destituer, parce que vous les choisissez. Voilà. Pourquoi vous n'avez pas le droit d'avoir la haine contre les politiciens, vous pouvez les changer. Donc si on ne peut pas les changer, qu'on ne peut pas changer la politique, et qu'on a affaire à un type qui est dictatorial et autoritaire, eh bien, il y a un moment, il va falloir aller le chercher d'une manière ou d'une autre. Idem pour les fameux partis d'opposition qui font semblant de s'opposer, qui se foutent de notre gueule, et qui, quand ils commencent à avoir un peu de pouvoir, balancent tout par la fenêtre, se tirent une balle dans le pied, fuient les responsabilités, et même quand ils sont au pouvoir, eh bien, ils se soumettent. Donc qu'est-ce qu'on fait si on ne peut pas changer de politique? On en revient un petit peu à ce que j'avais dit plusieurs fois, il faut virer tout le monde. Absolument tout le monde, tous ceux qui ont un lien avec la vie politique de ces 40 dernières années. Il y en a de temps en temps un de bien qu'on pourrait sauver, mais si on commence à faire le tri, on s'en sort pas, donc par principe, tous ceux qui ont eu un mandat, un truc, un bidule, ça dégage. Terminé. Fini. Fin. Vous nous avez vendu l'Union européenne, vous nous avez menti, escroqué, bien payé notre gueule et avez vécu sur la bête, vous vous cassez. Et pas de retraite. Hein. Retraite interdite. Ah, Mélenchon a dénoncé l'UE dans un tweet récent, mais c'est formidable. Mais il veut pas en sortir. C'est comme le gars qui traite Macron de dingue, mais qui n'appelle pas à sa démission. Donc il faut dégager tout le monde. Je vous remercie d'être passé. Je vous remercie d'avoir suivi ce fantastique direct. J'espère que vous en savez plus sur notre merveilleux système politique. Je suis désolé de briser vos illusions, mais c'est la vie. J'espère que vous avez passé une bonne soirée. N'hésitez pas à faire un tour sur zoneartisanale.com, à vous abonner à la chaîne, c'est important. Et puis, je n'ai plus qu'à vous donner rendez-vous à très vite pour toujours plus de singerie.